Mon monde a vacillé ce jour-là, menaçant de s'effondrer complètement. Julien, ou plutôt Monsieur Sterling, tenait cette photo à quelques centimètres de mon visage. Une photo d'une femme. C'était moi, ça ne pouvait être que moi, et pourtant, ce n'était pas moi, pas la Marie que je croyais être. Elle souriait, elle tenait 3 bébés. Il a prononcé un nom, Camille, et ce nom a résonné en moi comme un écho lointain, familier et étranger à la fois. Mais qui était cette Camille? Et qui étais-je, moi? Comment en étais-je arrivé là, moi, Mary Mitchell, la simple serveuse de ce club de luxe à Marseille, face à l'homme le plus redoutable de tout le sud de la France, confronté à la vérité terrifiante de mon passé effacé? Il faut revenir un peu en arrière, à ce soir maudit, celui où la pluie s'acharnait sur les vitraux du jardin secret, le club le plus exclusif de la ville. L'air y sentait le cigare hors de prix, la truffe et, curieusement, la peur. Ou peut-être que c'était juste la mienne qui traînait comme un nuage. J'ajustais mon tablier, mes mains tremblaient un peu, comme toujours quand je me sentais sous pression. Normalement, je n'étais pas censé travailler dans le carré VIP. Mon job, c'était barback, la fille qu'on envoie trimballer des sacs de glace et couper des citrons verts dans les coulisses, loin des regards. Mais ce soir-là, le jardin secret était en sous-effectif et M. Dupont, le chef de salle, un homme au front perpétuellement moite, m'avait balancé sur la piste il y a 5 minutes à peine. « Table 1 » a-t-il sifflé, me serrant le bras si fort que j'en sentais déjà la marque. Pas de regard dans les yeux, pas un mot tant qu'on ne vous parle pas. Et pour l'amour de Dieu, ne faites rien tomber. C'est Julien Sterling. Le sang s'est glacé dans mes veines. Julien Sterling. Tout le monde connaissait ce nom. Mon Dieu, j'avais tellement de choses à craindre en ce moment. Il n'était pas juste un homme d'affaires. C'était le patron du syndicat Sterling, l'homme qui contrôlait tout, des quais du Vieux-Port au bureau du procureur de la République. La rumeur disait qu'il avait enterré sa femme 2 ans plus tôt, après qu'une bombe destinée à lui l'ait fauché à sa place. Depuis, il était devenu un monstre, un vide froid, implacable, un homme sans âme. C'est du moins ce qu'on racontait. Je ne peux pas, j'ai bégayé. Je ne suis pas formé pour le service en salle. Le plateau en argent, c'est pas pour moi. Vous le faites ou vous êtes viré, a-t-il rétorqué, la voix basse et menaçante. Vous avez besoin de l'argent du loyer, n'est-ce pas, Marie? Oh que oui, j'en avais désespérément besoin. Depuis que je m'étais réveillé dans un lit d'hôpital il y a 2 ans, le crâne fracturé et aucune mémoire de ma vie d'avant l'accident, j'avais galéré. Je me suis trouvé cette identité, Mary Mitchell, inventée de toutes pièces, et j'avais appris à me débrouiller, à survivre. Chaque euro comptait. J'ai ravalé ma peur, j'ai saisi le lourd plateau de flûtes en cristal et je me suis dirigé vers le recoin sombre du club, l'endroit où M. Sterling et sa suite se trouvaient. La table était entourée de 4 hommes baraqués en costume sombre. La sécurité, évidemment. Au centre, Julien Sterling. Il était encore plus terrifiant en personne que sur les photos des journaux. Une mâchoire acérée, des yeux couleur de glace brisée et un costume sur mesure qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en une année. Mais ce n'était pas lui qui attirait mon regard, non. C'était ce qu'il y avait à côté de lui. 3 petits-enfants, des triplés. Ils étaient assis dans des chaises hautes, spécialement importées pour l'occasion, et vêtus de smoking miniatures. Des enfants magnifiques, avec des boucles brunes et de grands yeux graves. Mais il y avait quelque chose de dérangeant et haineux. Ils étaient parfaitement immobiles. Ils ne bougeaient pas, ils ne babillaient pas. Ils se contentaient d'observer la pièce avec une intensité troublante, presque hantée. J'ai avancé vers la table, mon cœur cognant contre mes côtes comme un oiseau en cage. Juste poser les verres et m'en aller. De l'eau pétillante pour les garçons. Un garde costaud a grogné, bloquant légèrement mon chemin. Whisky sec, laissez la bouteille. J'ai hoché la tête, gardant mes yeux baissés. J'ai tendu le bras pour poser les verres d'eau devant les enfants. En me penchant,
le parfum de ma lotion, un savon bon marché à la lavande que j'avais acheté à la supérette du coin, a flotté sur la table. L'effet a été instantané. Paul, le triplé du milieu, a tourné brusquement la tête. Ses narines se sont dilatées. Puis Pierre, à gauche, a laissé tomber la petite voiture qu'il tenait silencieusement. Ma main a tremblé. J'ai senti 3 paires d'yeux se poser sur mon visage. C'était presque physique, comme un contact. J'ai risqué un coup d'œil et je me suis figé. Les garçons ne regardaient pas l'eau, ils me fixaient. Leurs expressions, habituellement vides et creuses, étaient déformées par un mélange de confusion et de reconnaissance soudaine et bouleversante. Julian Sterling a remarqué le changement. Il a arrêté sa gorgée de whisky à mi-chemin, posant le verre avec un claquement lourd. « Qu'y a-t-il » a-t-il exigé, sa voix un grondement grave qui a vibré dans ma poitrine. Il a regardé ses fils, puis moi. « Je suis désolé, monsieur. » J'ai murmuré, reculant. « Je vais juste... » Jacques, le plus petit des 3, étendit la main. Sa petite main, d'habitude serrée en un poing, s'est ouverte. Il a pointé un doigt tremblant directement vers mon visage. Et puis, l'impossible est arrivé. Jacques a ouvert la bouche. Ses cordes vocales, inutilisées depuis 3 ans, ont émis un son rauque. « Maman ». Le son a été comme un coup de feu dans ce silence soudain du restaurant. Julian Sterling s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière avec fracas. Les gardes du corps ont mis la main à leurs étuis. Tout le restaurant est devenu mortellement silencieux. Avant que Julien ne puisse parler, Pierre et Paul ont rejoint Jacques, leur voix montant dans un crescendo désespéré et gémissant. « Maman, maman !» Ils ont commencé à se débattre dans leurs chaises hautes, tendant les bras vers moi avec un désespoir à fendre le cœur. J'étais paralysé, le plateau glissant de mes doigts engourdi. Il a frappé le sol dans un fracas assourdissant de cristal brisé. Mais personne n'a tressailli. Julian Sterling a enjambé les bris de verre, ignorant les éclats craquant sous ses chaussures en cuir italien. Il m'a attrapé par la mâchoire, me forçant à le regarder. Ses yeux étaient grands, perçants, frénétiques. Il est passé de mes yeux bruns terrifiés aux enfants sanglotants qui m'appelaient maman. « Qui vous a envoyé ?» a-t-il grogné, sa voix tremblant d'une rage que je ne comprenais pas. « Qui vous a payé pour porter ce parfum? Qui êtes-vous? » Je suis Marie. J'ai sangloté, des larmes coulant sur mes joues. Je suis juste une serveuse. Je ne les connais pas, je le jure. « Menteuse !» a hurlé Julien. Il a regardé ses fils. Ils hurlaient maintenant, luttant contre les nounous qui essayaient de les retenir, leurs yeux fixés sur moi comme si j'étais la seule bouée de sauvetage dans un monde qui coulait. « Mettez-la dans la voiture !» a ordonné Julien à son chef de sécurité, un homme balafré nommé Marc. « Amenez les garçons, on part, tous de suite. »« Monsieur, vous ne pouvez pas juste kidnapper une serveuse, » a averti Marc calmement. Julien s'est tourné vers lui, son visage un masque de détermination mortelle. « Mes fils n'ont pas parlé depuis le jour où Camille est morte. Aujourd'hui, ils ont appelé cette femme maman. Si vous croyez que je vais la laisser ici, vous êtes fous. » Le trajet jusqu'à la propriété Sterling a été un flou de lumière néon et de vitres, embuées par la pluie. J'étais coincé entre 2 gardes à l'arrière d'un SUV blindé. Sur le siège d'en face, Julian Sterling était assis avec ses triplés. C'était la scène la plus surréaliste que j'aurais pu imaginer. Le redoutable baron de la mafia était actuellement couvert de 3 tout petits en pleurs qui refusaient de se lâcher, mais qui tendaient constamment la main vers moi. C'était la folie pure. « Laissez-la les prendre », a dit Julien soudainement. « Chef, ça pourrait être une assassine », a argumenté Marc depuis le siège avant. « Elle pourrait avoir du poison sur la peau. C'est un coup monté. La famille Kovac est connue pour ça. »« Regardez-les, Marc », a claqué Julien. Il se déchire la gorge à crier « Laissez-la les prendre ». Le garde à côté de moi a débouclé mes menottes. J'ai frotté mes poignets,
terrifié, mais l'instinct a pris le dessus. J'ai tendu les bras et Jacques s'est pratiquement jeté sur moi. Au moment où l'enfant a touché ma poitrine, un mal de tête fulgurant m'a aveuglé. Flashback. Non pas un restaurant, une chambre de bébé. Des murs jaunes pâles, l'odeur de la lavande et du lait chaud, une mélodie doucement fredonnée. « Je suis maintenant, mes petits loups. » J'ai haleté, serrant l'enfant plus fort. Les pleurs ont cessé instantanément. Jacques a enfoui son visage dans mon cou, inspirant profondément, son petit corps frissonnant de soulagement. Pierre et Paul se sont bousculés pour se rapprocher, agrippant mes mains, mon tablier, tout ce qu'ils pouvaient atteindre. Julien observait, son visage illisible, mais ses mains étaient serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Il analysait chaque micro-expression sur mon visage. C'était comme s'il essayait de lire un livre dont les pages étaient à jamais scellées. « Vous le tenez comme si vous le connaissiez », a dit Julien doucement. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Non », j'ai chuchoté, berçant Jacques instinctivement. Il a juste peur. Je déteste voir des enfants avoir peur. » C'était la vérité. Cette peur enfantine me transperçait. « Vous sentez comme elle », a dit Julien, sa voix tombant dans un murmure. Camille, ma femme, elle utilisait le même savon. Des trucs bon marché. J'ai essayé de lui acheter du Chanel, du Dior. Elle insistait sur la barre de la vente du supermarché du coin. Je l'achète parce qu'il est en promo. Me suis-je défendu faiblement. C'était ridicule. Se défendre pour un savon. Et le fredonnement, après c'est Julien, je me suis figé. Je n'avais pas réalisé que je fredonnais. J'ai arrêté brusquement. Je ne sais pas. C'est juste une mélodie. Elle est toujours dans ma tête. La voiture a dérapé de l'autoroute A7 pour s'engager sur une route de gravier privée. Nous n'allions pas au domaine principal. Nous allions à la maison sécurisée, une forteresse de béton et d'acier cachée dans les bois profonds de la Provence. Quand nous sommes arrivés, les garçons s'étaient endormis sur moi. Il a fallu 2 nounous et Julien pour les arracher de mes bras. Dès qu'ils ont été séparés, les garçons n'ont pleurniché, mais l'épuisement l'a emporté. Une fois les enfants emmenés dans l'aile sécurisée, l'atmosphère a changé instantanément. Le père avait disparu. Le baron de la mafia était de retour. Julien m'a saisi par le bras et m'a entraîné dans une salle d'interrogatoire au mur de métal froid. Il m'a jeté sur une chaise et a claqué un dossier sur la table. « Non », a-t-il aboyé. « Mary Mitchell. »« Faux », a dit Julien, arpentant la pièce comme un tigre en cage. « Mon expert informatique a vérifié votre profil pendant qu'on roulait. Mary Mitchell est morte dans un incendie en Normandie il y a 4 ans. Vous utilisez l'identité d'une femme décédée. » Mon monde a vacillé. Quoi? Non, c'est ce que dit ma carte d'identité. C'est qui je suis. Mon cœur a cogné contre mes côtes. C'était impensable. Totalement insensé. Vous ne savez pas qui vous êtes, n'est-ce pas? Julien a arrêté de marcher et s'est penché sur la table, son visage à quelques centimètres du mien. Il y a 2 ans, où étiez-vous? Je ne sais pas, j'ai crié. Les larmes encore. Je vous ai dit que je me suis réveillé à l'hôpital Sainte-Marie. On m'avait trouvé dans un fossé près de l'A7. Trauma crânien, pas d'identité. L'infirmière, elle m'a appelé Marie parce que je lui ressemblais. Elle savait. Plus tard, un homme est venu. Il m'a donné des papiers. Il a dit qu'il était mon oncle. Il m'a donné ma carte d'identité. Décrivez l'homme, a exigé Julien, ses yeux se rétrécissant. Grand, une cicatrice au-dessus de la lèvre, accent d'Europe de l'Est. Julien s'est redressé, son visage blêmissant. Pierre Kovacs. Il s'est détourné, passant une main dans ses cheveux. C'est un jeu malade et tordu. S'il vous plaît, j'ai supplié. Laissez-moi partir. Je ne dirai rien à personne. Je ne peux pas vous laisser partir, a dit Julien, se retournant vers moi. La colère avait disparu, remplacée par une tristesse hantante.
Parce que si Kovac vous a trouvé, vous a donné une fausse vie et vous a placé là où je vous trouverai, cela signifie une de deux choses. Il s'est dirigé vers un moniteur mural et a tapé sur un bouton. Une photo est apparue à l'écran. C'était une femme qui riait, tenant 3 bébés. Elle avait l'air heureuse, radieuse, et elle me ressemblait exactement. Soit vous êtes un clone modifié chirurgicalement destiné à me rendre fou, a dit Julien, sa voix se brisant. Soit vous êtes Camille, et ma femme n'est pas morte dans cette voiture piégée il y a 2 ans. Je fixai la photo. La femme avait mon nez, mon menton, mes yeux. Mais je me suis touché le visage. J'ai vu l'acte de décès. Vous avez dit qu'elle était morte. J'ai enterré un corps, a dit Julien d'un air sombre. Un corps brûlé au-delà de toute reconnaissance. Les dossiers dentaires correspondaient, ou du moins, on m'a fait croire qu'ils correspondaient. Il a sorti un couteau de sa ceinture. J'ai haleté, reculant. « Détendez-vous, a dit Julien, bien que ses yeux soient dangereux. J'ai besoin d'un échantillon d'ADN, cheveux, sang. Nous allons savoir si je suis veuf ou si j'ai pleuré un fantôme pendant que ma femme récurait les sols pour le salaire minimum. » À ce moment-là, je me suis senti vide, étrange. C'était comme si on venait de me donner une nouvelle vie, mais en même temps, de m'en voler une autre. Que restait-il de la Marie que j'avais construite, brique par brique, avec tant de peine? Est-ce que cette Marie, celle qui se battait pour payer son loyer, celle qui avait des cauchemars sans en comprendre l'origine, était un mensonge total? Le choc était trop grand pour être traité tout de suite. Mon esprit refusait d'assimiler cette monstruosité. J'étais une coquille vide, attendant que le vent décide de ma direction. Et la part de moi qui rêvait d'être enfin quelqu'un, de retrouver une famille, une histoire, cette part-là se sentait à la fois terrifiée et étrangement soulagée, mais j'avais tellement peur. Peur de cette vérité, peur de ne plus être la même, ou d'être celle qui avait déjà souffert, celle dont la vie avait été si violemment arrachée. La maison sécurisée était bouclée. Julien avait appelé son médecin personnel, le docteur Dumas, un homme qui avait soigné plus de blessures par balle que n'importe quelle salle d'urgence locale. J'étais assise dans la chambre d'amis, qui était plus belle que n'importe quel appartement où j'avais jamais vécu. Mon bras était bandé là où le docteur Dumas avait prélevé du sang. Je regardais par la fenêtre la forêt sombre, mon esprit en pleine course. Camille. Le nom avait un goût familier sur ma langue, un goût de souvenirs refoulés, de rêves à peine tangibles. La porte a grincé. Ce n'était pas Julien, c'était le docteur Dumas. C'était un homme mince aux yeux nerveux. Il portait une seringue sur un plateau. Juste un sédatif, mademoiselle, a dit Dumas, sa voix excessivement joyeuse. Monsieur Sterling veut que vous vous reposiez pendant que nous faisons les tests. Cela prendra quelques heures. Je ne suis pas fatigué, ai-je dit, reculant. J'ai senti une piqûre d'instinct, un signal de danger clignotant dans mon cerveau. Ne le laisse pas te toucher, ordre du docteur, a dit Dumas, s'approchant. Il n'avait plus l'air d'un docteur, il avait l'air d'un homme qui avait une dette à payer. Où est Julien? Ai-je demandé, me déplaçant derrière une lourde chaise en chêne. Il est avec les enfants, distrait, le timing parfait, en fait. Dumas s'était lancé. Je n'ai pas réfléchi. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne puisse traiter. J'ai esquivé son plongeon, j'ai saisi la lourde lampe en laiton de la table de chevet et je l'ai balancée avec une efficacité précise, brutale. Crac! Dumas s'est effondré au sol, la seringue glissant sur le parquet. Je me tenais là, haletante, fixant mes propres mains. Comment avais-je fait ça? Je n'avais jamais été dans une bagarre de ma vie, du moins. C'est ce que je pensais. J'ai entendu des pas courir dans le couloir. La porte s'est ouverte en trombe. Julien se tenait là, arme au poing, Marc derrière lui. Ils ont regardé le docteur inconscient, puis moi, la serveuse tremblante, tenant la lampe. Il a essayé de me droguer, j'ai haleté. Il a dit que vous étiez distrait.
Julien a rangé son arme et s'est agenouillé à côté de Dumas. Il a vérifié la seringue, reniflant la pointe. Chlorure de potassium. Cela provoque un arrêt cardiaque. Ça ressemble à une crise cardiaque. Julien s'est levé, son visage un masque de fureur. Marc, réveillez-le. Je veux savoir qui l'a approché. Kovac, a craché Marc. Ça ne peut être que lui. Julien a réalisé. Il allait la tuer avant que les résultats d'ADN ne tombent. Il m'a regardé avec un nouveau respect et quelque chose d'autre. L'espoir. Pourquoi? À moins qu'il ne connaisse le résultat et qu'il prouve qui vous êtes. Moment, ici je dois faire une pause. C'est complètement absurde, non? Toute cette situation, cette histoire de vous êtes ma femme ou vous êtes un clone, une femme qui se réveille avec des pouvoirs d'esquive et de frappe qu'elle n'avait pas la veille. Honnêtement, en maudit, c'est comme dans un mauvais film d'espionnage. Je veux dire, pensez-y, un chef de la mafia, un homme redoutable, qui découvre que sa femme pourrait être une simple serveuse sans mémoire. Ça dépasse l'entendement. En fait, je ne sais pas si j'étais plus effrayé ou plus décontenancé par la tournure des événements. C'était tellement gros que ça en devenait presque drôle, d'une manière morbide. Dans ma tête, tout tournait à 1000 à l'heure, et la seule certitude que j'avais, c'est que la normalité n'existait plus pour moi. Est-ce que ce genre de choses arrive vraiment? Est-ce que ma vie d'avant était comme ça? Je n'en avais aucune idée. C'était trop grand pour moi. C'est peut-être ça, le vrai problème. C'était trop réel pour être vrai. Qui peut vraiment croire une histoire pareille? Je n'en sais rien. En tout cas, retour à l'histoire. Soudain, les lumières de la maison sécurisée ont clignoté puis se sont éteintes. Les lumières rouges d'urgence ont baigné la pièce d'une lueur sanglante. « Ils sont là », a dit Marc, sortant son arme, « effraction du périmètre. » « Ils ont suivi le docteur », a juré Julien. « Ils n'attendent pas que le poison agisse. Ils viennent finir le travail. » Julien a traversé la pièce et m'a saisi par les épaules. « Écoutez-moi, je ne sais pas si vous êtes Camille ou non, mais mes fils pensent que vous l'êtes. Et en ce moment, ça fait de vous la chose la plus importante dans cette maison. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» ai-je demandé, ma voix se raffermissant. La peur s'estompait, remplacée par cette concentration froide et nette que j'avais ressentie en balançant la lampe. C'était étrange, comme si cette capacité venait de loin. « J'ai besoin que vous alliez voir les garçons, » a dit Julien. « La pièce de panique est derrière le placard de la chambre d'enfant. Marc vous y emmènera. Verrouillez la porte. Ne l'ouvrez pour personne d'autre que moi. Et vous? Je vais tuer chaque homme qui met le pied sur ma propriété, » a dit Julien, sortant un second pistolet d'un étui dissimulé. « Si vous êtes ma femme, ils nous ont volé 2 ans de nos vies. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, personne ne menace mes invités. » Il a fait une pause, sa main s'attardant sur ma joue un peu trop longtemps. « Allez-y. Si Pierre, Paul et Jacques se réveillent, chantez-leur, la chanson que vous fredonniez, la berceuse du loup. » Mes yeux se sont écarquillés. Je me souviens des paroles. « Je sais que oui, » a dit Julien doucement. « Allez. » Alors que je courais dans le couloir avec Marc, le bruit des tirs automatiques a éclaté du portail d'entrée. La guerre avait commencé. À l'intérieur de la chambre d'enfant, les triplés étaient réveillés. Ils ne pleuraient pas. Ils se tenaient debout dans leur berceau, attendant. Quand j'ai fait éruption, 3 paires de bras se sont tendus. Je les ai conduits dans la pièce cachée, la lourde porte en acier les scellant à l'intérieur. C'était sombre, à l'exception d'une petite lampe tactique. « Maman » a chuchoté Jacques dans l'obscurité. Je me suis assise sur le sol, les tirant tous les 3 sur mes genoux. Les souvenirs poussaient contre une digue dans mon esprit, des fissures se formant sous la pression. L'odeur des garçons, lait et talc pour bébé, était la clé. « Oui » ai-je chuchoté en retour, les larmes coulant sur mon visage alors que le premier vrai souvenir s'abattait sur moi. L'hôpital tenant 3 paquets, Julien embrassant mon front. « Maman est là » ai-je dit, ma voix changeant. Ce n'était plus la voix timide de Marie. C'était la voix de Camille, forte, féroce.
Et papa va faire partir les méchants. Devant la porte en acier, une explosion a secoué la maison. La pièce de panique était conçue pour résister à une bombe, mais elle n'était pas conçue pour résister au silence terrifiant de 3 enfants effrayés, s'accrochant à une femme qui se souvenait lentement qu'elle était leur mère. Dehors, les bruits étouffés de la guerre faisaient rage. Le tac-tac-tac des fusils d'assaut silencieux, les cris des hommes, le lourd fracas des meubles renversés. À l'intérieur, sous la faible lueur bleue de la lampe tactique, Marie, non Camille, était assise, le dos appuyé contre le mur d'acier froid. Le mal de tête avait disparu. À sa place, il y avait une clarté terrifiante. J'ai regardé Jacques qui tremblait sur mes genoux. Je n'ai pas seulement vu un enfant. J'ai vu la nuit où il est né. Je me suis souvenu des complications, de la façon dont Julien avait pleuré, la seule fois où je l'avais vu pleurer, quand le docteur avait dit que les poumons de Jacques n'étaient pas développés. Chut, ai-je chuchoté, lui caressant les cheveux. Tu te souviens de la chanson? Pierre et Paul, blottis de chaque côté de moi, ont levé les yeux. J'ai commencé à chanter. Ce n'était plus le fredonnement hésitant du restaurant. Ma voix était riche, grave et posée. La lune est haute, les ombres rampent. Les petits loups doivent s'endormir. Mais si l'obscurité ose mordre, la louve-mère apportera la lumière. Pendant que je chantais, mes yeux parcouraient la pièce. Ce n'était pas juste une pièce de panique. C'était mon design. Je me suis souvenu d'avoir dessiné les plans avec l'entrepreneur, un homme nommé M. Durand. Il y a 3 ans, Julien avait voulu juste une boîte. J'avais insisté pour une défense secondaire. Là, j'ai doucement déplacé les garçons sur le côté. Restez ici. Couvrez-vous les oreilles. Je suis allé au mur du fond où était accroché un tableau générique d'un paysage marin. J'ai saisi le cadre et j'ai tiré fort vers la gauche. Il a glissé, révélant un coffre-fort. Mes doigts n'ont pas hésité. Droite 24, gauche 10, droite 55, notre anniversaire de mariage. Le coffre-fort s'est ouvert dans un clic. À l'intérieur se trouvait un Glock 19 noir mat et 2 chargeurs de rechange. J'ai vérifié la chambre. Chargé. Soudain, le clavier numérique de la porte extérieure de la pièce de panique a bipé. Quelqu'un essayait de contourner le verrou. Ce n'était pas Julien. Il aurait utilisé le système de communication vocale en premier. « Marc !» ai-je crié, braquant l'arme sur la porte. « Marc est indisponible. » A raillé une voix à travers l'acier. C'était une voix sortie de mes cauchemars. Pierre Kovac. « Ouvrez la porte, Camille, ou je commence à incendier la maison. Je sais que vous êtes là. Je peux sentir la peur. » Les garçons ont gémi. Je me suis tourné vers eux, mon visage durcissant dans un masque de pure férocité maternelle. « Fermez les yeux, ai-je ordonné doucement. Quoi que vous entendiez, ne les ouvrez pas. » Le verrou électronique est bourdonné. Kovac avait les codes de contournement. Comment? Dûment. Le docteur traître avait dû les donner avant d'être assommé. La lourde porte en acier a gémi et a commencé à s'ouvrir. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas hésité. Je n'étais pas la serveuse qui avait fait tomber des coupes de champagne. J'étais la femme de l'homme le plus dangereux du sud de la France, et j'avais été entraîné par les meilleurs. Alors que l'espace dans la porte s'élargissait, révélant la silhouette d'un homme tenant un pistolet mitrailleur, j'ai tiré. Bang! Bang! 2 coups, pleine poitrine. L'homme est tombé. Ce n'était pas Kovac, c'était un mercenaire. Impressionnant. La voix de Kovac a résonné du couloir, hors de ma ligne de tir. L'effacement de mémoire n'a pas enlevé la précision, je vois. Sortez, Camille, j'ai Julien. Mon cœur s'est arrêté. Mainter. Traînez-le ici, a ordonné Kovac. Il y a eu un bruit de bousculade, puis un gémissement de douleur. J'ai risqué un coup d'œil par la fente de la porte. Julien était à genoux dans le couloir, le sang coulant d'une coupure sur son front. 2 hommes lui tenaient les bras. Kovac se tenait au-dessus de lui, tenant un pistolet sur la tempe de Julien. « Lâchez l'arme, Camille.
a crié Kovac. Où les garçons grandiront orphelins. Julien a levé les yeux. Son regard a rencontré le mien à travers l'étroite fente. Il n'avait pas l'air vaincu. Il avait l'air d'attendre. Il a fait un imperceptible hochement de tête. Ne le fais pas. Mais j'ai regardé mes fils, puis mon mari. Je sors, ai-je crié. Ne tirez pas. J'ai posé le pistolet au sol et je l'ai poussé dans le couloir du pied. J'ai avancé, les mains levées. Kovac a souri, ses dents jaunes et irrégulières. La voilà, le fantôme revenu de la tombe. Vous avez l'air terrible dans cet uniforme de serveuse, ma chère. Laissez-les partir, Pierre, ai-je dit, ma voix stable. Vous me voulez. Vous voulez les codes d'accès au compte suite. C'est de cela qu'il a toujours été question. L'enlèvement, le faux accident. Vous n'avez pas pu me briser, alors vous m'avez effacé, espérant me reconstruire comme votre marionnette. Intelligente fille, a raillé Kovac. Julien a bloqué la fortune Sterling derrière une clé biométrique qui nécessite votre rétine et son empreinte digitale. J'avais besoin de vous deux. Maintenant, enfin, j'ai la paire. Il s'est tourné vers les mercenaires. Prenez les enfants, nous partons. Non! A rugi Julien, luttant contre ses ravisseurs. Un des mercenaires s'est dirigé vers la pièce de panique. « Hé! » ai-je crié. Le mercenaire s'est arrêté. J'ai regardé Julien. « Le jardin secret! » Julien a froncé les sourcils, confus. « Le restaurant! » ai-je hurlé. « La serveuse a laissé tomber le plateau! » Les yeux de Julien se sont écarquillés. Il a compris. C'était un signal, un souvenir codé d'un mouvement qu'ils avaient pratiqué des années auparavant à la salle de sport. La chute. Julien s'est soudainement relâché, un poids mort. Les gardes, surpris, ont trébuché en avant. En une fraction de seconde, Julien a donné un coup de talon dans la rotule de l'homme à sa droite, brisant l'os. Simultanément, je me suis laissé tomber au sol, tirant d'un couteau en céramique que j'avais attaché à ma cheville. Un autre secret de la pièce de panique dont je m'étais souvenu quelques instants avant de sortir. J'ai lacéré le tendon d'Achille du mercenaire le plus proche de moi. Le chaos a éclaté. Julien a arraché l'arme au garde qui tombait. J'ai attrapé le Glock tombé au sol. Kovac, réalisant que le vent avait tourné, a tiré un coup de feu au hasard vers moi et a couru vers la sortie arrière. « Prenez les garçons !» a crié Julien, tirant 2 balles sur le mercenaire restant. « Je les ai !» ai-je crié, rampant de nouveau dans la pièce de panique et claquant la porte juste au moment où des balles claquaient sur le cadre métallique. Le silence est tombé sur le couloir. Des respirations lourdes. Puis un coup à la porte. C'est moi. La voix de Julien est venue, rauque et essoufflée. C'est fini. J'ai ouvert la porte. Julien se tenait là, ensanglanté, meurtri, mais vivant. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, pour la première fois depuis 2 ans. « Camille, a-t-il chuchoté. J'ai laissé tomber l'arme et je l'ai serré dans mes bras. Je suis rentré, Julien, je suis rentré. À l'intérieur de la pièce, 3 petites voix ont retenti dans l'obscurité. « Papa, maman. » Julien et moi sommes tombés à genoux, enlaçant les triplés. Le silence qui avait tourmenté la famille Sterling pendant 2 ans était enfin complètement brisé. La grande fête de retour n'a jamais eu lieu. Pas comme ça. Le nettoyage a été brutal. La maison sécurisée était compromise. La famille a donc déménagé au Spire, la forteresse penthouse de Julien dans le centre-ville de Marseille. Pendant 3 jours, je n'ai pas quitté les garçons. J'ai dormi dans leur chambre. Je les ai nourris à la main. Les médecins, des personnes de confiance cette fois, venues de Sicile, ont confirmé ce que nous savions déjà. L'ADN était une correspondance à 100%. La femme connue sous le nom de Mary Mitchell n'existait pas. Mais le traumatisme de Mary a persisté. Camille sursautait parfois au bruit fort. Elle se surprenait à chercher son tablier. Les souvenirs de récurer les sols et de vivre dans un studio infesté de rats étaient réels, superposés à ses souvenirs de luxe et de pouvoir.
Au cours de ces quelques jours, j'ai parfois rêvé que je me promenais dans une petite ville de province, loin de toute cette agitation. J'imaginais une vie simple, un petit café, le soleil sur ma peau sans l'ombre d'un empire à gérer. Je me demandais si c'était un souvenir lointain, un fragment de cette Marie qui avait une vie différente, ou juste une échappatoire à la folie de mon existence actuelle. Ces pensées venaient et repartaient, sans réel encre. C'était un étrange mélange de passé et d'imagination, comme si mon esprit essayait de concilier deux mondes. La quatrième nuit, Julien m'a trouvé sur le balcon, regardant la ville. Je portais une robe de soie, un verre de vin rouge millésimé à la main. Je ressemblais enfin à moi-même, du moins en surface. Les garçons dorment? A demandé Julien, s'approchant de moi. Ils sont KO, Pierre a demandé une deuxième histoire. Il devient exigeant. J'ai souri, un sourire triste et fatigué. Julien m'a pris la main. J'aurais dû savoir. Quand je vous ai vu au restaurant, mon cœur a su. Ma tête ne voulait simplement pas me laisser y croire. Kovac a joué un jeu de longue haleine, ai-je dit, mes yeux devenant froids. Il m'a gardé dans un brouillard provoqué par la drogue pendant des mois avant de me placer comme mari. Il attendait le bon moment pour m'activer et obtenir les codes. Mais le traumatisme crânien de l'accident de voiture a en fait déjoué son plan. Il a rendu l'amnésie réelle. Il s'est échappé, a dit Julien, sa prise sur la balustrade se resserrant. Il est dans la nature. Il ne restera pas loin. Et je dis, il a besoin du comte Dante. Le comte Dante, a répété Julien. Le fonds de guerre d'urgence, 500 millions en obligations aux porteurs. Je pensais qu'il était perdu. Il n'est pas perdu. Il est dans un coffre à Genève. Et la seule façon de l'ouvrir est avec mon scan rétinien et une phrase que j'ai mémorisée. Il reviendra pour vous, a dit Julien. Qu'il vienne, ai-je dit. Je me suis tourné vers lui et le clair de lune a éclairé l'arête nette de ma mâchoire. La serveuse avait disparu. La reine de la mafia était de retour. En fait, nous allons l'inviter. À quoi pensez-vous? Le gala d'Obsidienne, ai-je dit, samedi prochain, c'est le plus grand événement du calendrier du monde souterrain. Tout le monde sera là. Les chefs des 5 familles, les cartels, et Kovac ne pourra pas résister à l'envie de montrer son visage, même déguisé. Il est arrogant. Vous voulez vous utiliser comme appât? Julien a secoué la tête. Absolument pas. Je ne suis pas l'appât, Julien. Je me suis approché, lissant le revers de sa veste. Je suis le piège. Marie était faible. Marie avait peur. Mais Camille Sterling, elle brise les choses. Je me suis reculé, mes yeux brillants. Nous allons annoncer mon retour. Nous allons montrer au monde que la famille Sterling est entière. Et quand Kovac viendra finir ce qu'il a commencé, nous allons le tuer publiquement. Julien a regardé sa femme. Il a vu le feu dans ses yeux. Le même feu qui l'avait fait tomber amoureux d'elle il y a 10 ans. D'accord, a-t-il murmuré, mais nous le faisons à ma manière. Sécurité renforcée. Snipers et les garçons restent dans le coffre. Marché conclu, ai-je dit. L'hôtel Cortez ne se contentait pas de trôner au centre de Marseille. Il le dominait comme une gargouille de calcaire et d'or. Ce soir-là, cependant, il était le cœur battant du monde criminel. Le gala d'Obsidienne était la seule nuit par an où les 5 familles, les lieutenants des cartels et les courtiers en pouvoir de l'ombre du sud de la France déposaient leurs armes pour boire du scotch de 40 ans et se partager les territoires avec des sourires au lieu de couteaux. Pour Julien et moi, ce n'était pas une fête. C'était une résurrection. Je me tenais devant le miroir pleine hauteur de la suite nuptiale, mes mains tremblant imperceptiblement. Je portais une robe en argent liquide, une création sur mesure qui épousait ma silhouette comme une seconde peau, tombant en cascade chatoyante autour de mes pieds. C'était magnifique, mais pour moi, ça ressemblait à une cotte de maille. J'ai levé la main et j'ai fixé le masque de diamant sur mes yeux. Il masquait la peur persistante dans mon regard, ne laissant transparaître que l'éclat vif et prédateur de la femme que j'avais tant lutté pour retrouver. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », a dit Julien, sortant de l'ombre.
Il est entré dans la lumière, ajustant les poignettes de son smoking. Il avait l'air du roi de Marseille, mais ses yeux étaient tentés. « On peut partir. On peut prendre les garçons et disparaître sur l'île en Corse. Si nous fuyons, nous sommes des proies, ai-je dit, ma voix se raffermissant alors que je me tournais pour lui faire face. Si nous entrons dans cette salle de bal, nous sommes des prédateurs. Kovac doit voir qu'il ne m'a pas brisé. Il doit voir que Marie la serveuse est morte. Julien s'est approché de moi, prenant mon visage entre ses mains. Marie n'était pas faible, Camille. Elle a survécu. Elle a protégé nos fils quand je ne pouvais pas. Alors finissons ça pour elle, ai-je chuchoté. Ils ont descendu le grand escalier à 21h pile. Au moment où les doubles portes en acajou se sont ouvertes, le murmure des conversations dans la grande salle de bal a été coupé comme par une guillotine. 300 têtes se sont tournées. Le silence était absolu, lourd et suffocant. Ils avaient tous entendu les histoires. Camille Sterling est morte. Julien est un veuf brisé. Pourtant, les voilà, Julien irradiant une puissance froide et létale, et à son bras, le fantôme. J'ai gardé le menton haut, balayant la mer de velours noir et de smoking. J'ai vu le choc sur le visage de Don Antonio, le doyen sicilien. J'ai vu les yeux rétrécis des émissaires russes. Ils ont traversé l'épreuve. Don Antonio, j'ai salué le vieil homme alors que nous atteignions le bas des escaliers. Mon italien était impeccable. Un souvenir déverrouillé de mes étés d'enfance à Palerme. Je crois que vous devez des excuses à mon mari pour le différend sur la route maritime l'automne dernier. Je suis de retour maintenant, donc nous allons auditer les comptes. Le vieux Don a pâli, faisant tomber une goutte de champagne sur son revers. Madame Sterling, c'est un miracle. Un vrai miracle. Ce n'est pas un miracle, Antonio, a coupé Julien, sa voix basse et dangereuse. C'est un avertissement. Pendant 1 heure, nous avons été intouchables. Nous nous sommes déplacés dans la pièce comme des requins dans un récif. J'étais électrique. Je me souvenais des noms, des dettes et des secrets. J'ai charmé le sénateur qui bloquait leur permis de construire et terrifié le chef de cartel qui empiétait sur leur quai. C'était une leçon de maître en matière de pouvoir, mais sous la surface, la tension était à vif. « Marc », a murmuré Julien dans le micro de sa boutonnière, tournant le dos au bord pour se verser un verre. État du coffre. Grésillement. Julien a froncé les sourcils. Il a tapé sur son oreillette. « Marc, vous me recevez ?» Un sifflement aigu de retour de son a retenti dans son oreille, suivi du silence. Open. De l'autre côté de la pièce, je riais à une blague faite par un négociant en diamant, mais mes yeux étaient fixés sur Julien. J'ai vu sa posture se raidir. J'ai vu sa main dériver instinctivement vers l'étui dissimulé sous sa veste. Je me suis excusé et me suis dirigé vers lui, fendant la foule. « Qu'y a-t-il » ai-je chuchoté, attrapant son bras. Les communications sont coupées. Marc ne répond pas. L'équipe de renfort au Spire ne répond pas. C'est peut-être l'interférence de la tempête, ai-je suggéré, bien que mon estomac se tordait. Le Spire est une forteresse, Julien. Le coffre nécessite ma rétine. Même s'ils ont pénétré dans le bâtiment, ils ne peuvent pas atteindre les garçons. Madame Sterling, a dit une voix rauque derrière nous. Nous nous sommes retournés. Ce tenant-là, s'appuyant lourdement sur une canne à poignée d'ivoire, se trouvait un homme qui ressemblait à une version décrépite d'un souvenir. Il portait un masque de porcelaine craquelé. Son costume, elle était démodé, sentant le naphtaline et les vieilles épices. « Je ne vous connais pas », a dit Julien, se plaçant entre l'étranger et moi. « Non », a sifflé l'homme, un son humide et crépitant. « Mais vous savez que mon frère Pierre vous salue. Il voulait que je vous dise qu'il trouve votre choix de garde d'enfant déficient. » J'ai senti le sang quitter mon visage, me laissant froide comme de la glace. « Où est-il? » « Oh, il est plus près que vous ne le pensez. » Le vieil homme a souri, révélant des dents grises. Il profite d'une journée de jeu. Avant que Julien ne puisse attraper l'homme, un grincement assourdissant de retour audio a déchiré la salle de bal.
Les invités se sont couverts les oreilles, des verres se brisant à cause de la fréquence. Les lumières ont clignoté puis se sont éteintes, plongeant la pièce dans l'obscurité. Puis le gigantesque écran LED derrière la scène, qui affichait de l'art abstrait, s'est allumé. La lumière de l'écran a baigné les invités terrifiés d'un pâle bleu fantomatique. C'était un flux en direct. L'image était granuleuse, mais l'horreur était en haute définition. C'était l'intérieur du coffre-fort Penthouse Sterling. Les murs en titane renforcé étaient invisibles. Le sol était jonché de jouets. Et au centre de la pièce, blottis ensemble sur un tas de couvertures, se trouvaient Pierre, Paul et Jacques. Ils hurlaient. Le son était amplifié par les haut-parleurs de la salle de bal. Des cris bruts, terrifiés de « Maman, papa !» qui déchiraient le vernis sophistiqué du gala. Debout au-dessus d'eux, souriant à l'objectif de la caméra, se trouvait Pierre Kovacs. Il ne portait pas de moque. Il tenait un détonateur dans une main et un lapin en peluche, le préféré de Jacques, dans l'autre. « Bonsoir, Marseille », a retenti la voix de Kovacs, déformée mais reconnaissable. La foule a haleté. Les gardes de sécurité ont sorti leurs armes, mais ils n'avaient pas ceux de cible. L'ennemi était numérique, à des kilomètres. « Pierre !» a rugi Julien à l'écran, son sang-froid s'effondrant. « Si vous les touchez, je... » « Chut, Julien !» Kovacs a agité un doigt vers la caméra. « Vous n'êtes pas en position de faire des menaces. Vous voyez, j'ai contourné votre scanner rétinien. J'ai contourné vos serrures à empreintes digitales. Savez-vous comment? Parce que je les ai construites. J'ai agrippé la table pour ne pas m'effondrer. La trahison, l'entrepreneur, Durand. Il avait dû travailler pour Kovacs depuis le début. Je ne veux plus votre argent, Julien, a sifflé Kovacs, se penchant plus près de l'objectif jusqu'à ce que ses yeux remplissent l'écran. Je veux vous voir saigner. Je veux voir la grande dynastie Sterling brûler. Il a brandi le détonateur. Le spare est piégé avec suffisamment de séquard pour raser un quartier entier. J'appuie sur ce bouton et votre héritage part en poussière. « Que voulez-vous? » ai-je crié, ma voix se brisant. « Prenez-moi, laissez-les partir. » Kovacs a souri, une torsion cruelle des lèvres. « Une excellente proposition, Madame Sterling. C'est exactement ce que je veux. » La caméra a balayé la fenêtre du penthouse montrant la vue de la ville sous la pluie. Puis elle est revenue sur Kovacs. « Je ne suis pas au Spire, » a ri Kovacs. « Les garçons sont là, piégés dans une bombe synchronisée à mon rythme cardiaque. Si mon cœur s'arrête, boum. Si j'appuie sur ce bouton, boum. » Il a pointé un doigt directement vers la caméra. « Je suis sur le toit de cet hôtel, le Cortez, en attente de mon hélicoptère. Je veux Camille seule. Si quelqu'un d'autre monte sur ce toit, je fais exploser le coffre. Si la police vient, je fais exploser. Si Julien suit, je fais exploser. » Il a regardé sa montre. « Vous avez 5 minutes, Camille, où les triplés deviennent des anges. » L'écran est devenu noir. Pendant une seconde, il y a eu un silence total, puis le chaos. Les invités ont commencé à crier et à courir vers les sorties. L'illusion de sécurité avait disparu. J'ai arraché le masque de diamant de mon visage et je l'ai jeté par terre. J'ai enlevé mes talons hauts, me tenant pieds nus sur le marbre froid. Camille, non. Julien m'a saisi par le bras, sa prise me meurtrissant. C'est un piège. Il vous tuera dès que vous sortirez. « Il a nos fils, Julien !» ai-je crié, me tournant vers lui avec une férocité qui a fait reculer les gardes proches. Mes yeux étaient sauvages, des larmes coulant sur mon visage, ruinant mon maquillage. Il a un homme mort. On ne peut pas lui tirer dessus. On ne peut pas l'attaquer. On peut trouver un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Je l'ai repoussé. Il me veut. Il m'aura. « Je ne vous perdrai pas encore, » a supplié Julien, sa voix se brisant. « Je ne peux pas. » Je me suis arrêté. J'ai tendu la main et j'ai touché sa joue. Ma main tremblait, mais mes yeux étaient fixes. « Tu ne me perds pas. Tu me libères. »
Je me suis penché, chuchotant à son oreille pour que personne d'autre n'entende. Le fusil de sniper, la gaine de ventilation sur la tour nord. Ne manque pas ton coup. Julien s'est figé. Il m'a regardé. C'était un plan suicide. Un tir à 1 million de chance dans une tempête de vent violent. Camille! 5 minutes, Julien! Ai-je hurlé, me dégageant. J'ai saisi l'ourlet de ma robe argentée et j'ai déchiré la fente plus haut, libérant mes jambes pour le mouvement. Je me suis retourné et j'ai sprinté vers les ascenseurs de service. Un éclair d'argent et de fureur. Julien m'a regardé partir une fraction de seconde, le cœur brisé. Puis le masque du baron s'est remis en place. Il s'est tourné vers son chef de sécurité, qui avait finalement réussi à traverser la foule paniquée. Envoyez l'équipe d'extraction au Spire, a aboyé Julien, sa voix froide comme la mort. Et donnez-moi le Beretta 50, je vais à la tour nord. Chef, le vent est de 75 km/h, a averti le garde. Vous ne pouvez pas réussir ce tir. Julien a regardé les portes de l'ascenseur se fermer sur sa femme. Je vais réussir ce tir, a dit Julien, saisissant le revers du garde. Ou nous mourrons tous. En avant. L'ascenseur de service a vibré en montant la colonne vertébrale de l'hôtel Cortez, une cage d'acier vibrant contre la tempête. À l'intérieur, Camille Sterling se tenait seul. J'avais déchiré l'ourlet de ma robe argentée jusqu'aux cuisses, transformant la pièce de haute couture en quelque chose avec quoi je pouvais me battre. Je n'avais aucune arme. Je n'avais aucun plan. Je n'avais que les cris terrifiés de mes fils résonnant dans ma mémoire. 5 minutes. Les portes se sont ouvertes et le monde s'est dissous dans le chaos. Le toit était un tunnel de vent. La pluie fouettait horizontalement, piquante comme de la chevrotine. À 50 mètres, baigné par les lumières stroboscopiques de l'héliport, un eurocopter noir tournait au ralenti. Les rotors tranchaient l'air, créant un rugissement assourdissant qui noyait le tonnerre. Pierre Kovacs se tenait près de la porte, de la soute ouverte. Il m'a vu et a souri, un sourire décharné et triomphant. Il m'a fait signe d'avancer avec son arme. Je me suis avancé dans la tempête, luttant pour rester debout. Alors que je m'approchais, l'intérieur de l'hélicoptère est devenu plus clair, et mon cœur s'est brisé. Le siège arrière n'était pas vide. Pierre, Paul et Jacques étaient là, attachés au siège en cuir, leurs petits visages pâles de terreur, se serrant les uns contre les autres alors que la machine vibrait autour d'eux. Il avait menti. Il n'y avait pas de bombe dans le coffre. Les garçons n'avaient jamais été au Spire. Ils éteignent sa police d'assurance juste ici dans le ciel. « Vous avez menti !» ai-je crié, le vent arrachant les mots de mes lèvres. Kovacs ne m'entendait pas, mais il a vu la compréhension dans mes yeux. Il a ri, saisissant Pierre par le devant de son smoking. « Montez !» a-t-il hurlé par-dessus le moteur. « Ou le premier apprendra à voler sans aile. » J'ai levé les mains, me rendant à l'horreur. « J'arrive, ne le touchez pas. » Je suis monté sur le patin, la pluie m'aveuglant. Kovacs m'a attrapé par le bras et m'a tiré dans la cabine, me poussant vers le siège du copilote. « Attachez votre ceinture, Madame Sterling !» a rayé Kovacs, braquant son pistolet sur ma poitrine. « Nous allons à Genève. » J'ai regardé en arrière. Jacques, le plus petit des triplés, a rencontré mes yeux. Il ne pleurait pas. Il fixait Kovacs avec une concentration ancienne et hantante. Lentement, il a levé un doigt tremblant et a pointé l'homme tenant l'arme. « Méchant », a chuchoté Jacques. C'était le même jugement qu'il avait prononcé sur la serveuse du restaurant. Kovacs a levé les yeux au ciel. « Tais-toi. » Il a donné un coup d'épée au siège du pilote. « Décollez maintenant. » L'hélicoptère a fait une embardée vers le haut. Le sol s'est éloigné. Je savais que c'était la fin. Une fois dans les nuages, j'étais impuissante. J'ai regardé les commandes du pilote. J'ai regardé Kovacs et la mer en moi. La louve qui avait dormi pendant 2 ans s'est réveillée. Je ne me suis pas assise, je me suis lancée. Avec un cri primal, j'ai jeté mon corps à travers la cabine,
non pas vers l'arme, mais vers le cordon du casque, reliant Kovac au pilote. Je l'ai enroulé autour de sa gorge et j'ai tiré en arrière de tout mon poids. Cette chienne folle a étouffé Kovac, tirant un coup de feu au hasard qui a percé un trou dans le toit. Le pilote a paniqué. Il a tiré sur le manche cyclique. L'hélicoptère, planant à 6 mètres au-dessus du toit, a viré violemment à droite. La gravité a pris le dessus. Moi et Kovac avons été projetés vers la porte ouverte. J'ai saisi le cadre du siège avec une prise de mort. Kovac m'a attrapé la cheville. Nous nous sommes balancés là, suspendus au-dessus de la chute mortelle, la pluie tourbillonnante autour de nous. À 400 mètres, au sommet du squelette d'acier du gratte-ciel voisin, Julian Sterling était allongé à plat ventre dans une flaque d'eau glacée. Le vent hurlait à travers les poutres, menaçant de décaler sa visée de plusieurs mètres, pas de quelques centimètres. À travers la lunette de visée du Barrett .50, le monde était un flou verdâtre de pluie et de mouvement. « Je ne peux pas verrouiller la cible », a crié son observateur par le système de communication. « Il tourne. Si vous manquez votre coup, vous touchez le réservoir de carburant. Vous les tuez tous. » Julien l'a ignoré. Il a ralenti son rythme cardiaque. Il a regardé l'hélicoptère virer. Il a vu la porte s'ouvrir. Il a vu la robe argentée. Et il a vu l'ombre qui pendait d'elle. Pendant une fraction de seconde, la tête de Pierre Kovac s'est dessinée sur le ciel orageux, séparée de Camille par quelques centimètres d'air sombre. Julien n'a pas réfléchi. Il n'a pas calculé. Il est devenu l'arme. Il a pressé la gâchette. Le tir a été un coup de tonnerre qui a fait taire la tempête. Le calibre .50 a traversé l'espace en moins d'1 seconde. Il a frappé Pierre Kovac à la partie supérieure de la poitrine, pulvérisant son cœur et sectionnant sa colonne vertébrale. L'énergie cinétique l'a arraché instantanément de ma cheville. Il est tombé sans un bruit, son corps plongeant dans l'obscurité de la nuit marseillaise. Moi, soudainement légère, j'ai basculé dans la cabine. Mais le pilote, voyant les éclaboussures de sang, a perdu complètement son sang-froid. Il a poussé les commandes vers l'avant pour plonger. « Remontez !» ai-je crié, rampant vers les enfants. L'hélicoptère a heurté l'énorme unité de climatisation au bord du toit. Crunch, le retour de queue s'est cisaillé. La machine a tourné de manière incontrôlable, s'est écrasée sur le béton et a roulé sur le côté. Des étincelles ont plu sur le toit comme des feux d'artifice, alors que le réservoir de carburant se rompait. L'épave a dérapé pour s'arrêter à 3 mètres du bord. Puis, avec un terrible « whoosh », le carburant s'est enflammé. Julien a laissé tomber le fusil et a couru. Il n'a pas attendu l'ascenseur. Il a sprinté à travers la grue de construction qui enjambait l'espace entre les tours, courant sur une poutre d'acier mouillée au-dessus du vide. Il a atteint le toit du Cortez juste au moment où les flammes commençaient à lécher les fenêtres de la cabine. « Camille !» a-t-il crié, plongeant vers la chaleur. À l'intérieur, je toussais, aveuglément, tâtonnant avec les boucles dans la fumée. La chaleur était brûlante. « Maman !» a crié Pierre. J'ai libéré Pierre, j'ai libéré Paul. Je les ai poussés vers le pare-brise brisé. Courez, allez vers la porte. J'ai tendu la main vers Jacques. La boucle était coincée, tordue par l'accident. Non, 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 ai-je pleuré, arrachant le métal jusqu'à ce que mes ongles saignent. Le feu rugissait plus fort, consumant le cockpit. « Maman, » a dit Jacques calmement, posant sa petite main sur la mienne. « Je t'ai, » ai-je sangloté. J'ai calé mes pieds contre le corps et j'ai tiré avec la force d'une femme qui refusait de laisser la mort gagner. Snap, le métal a cédé. J'ai attrapé Jacques et je l'ai traîné à travers la fumée. Des mains m'ont attrapé, des mains fortes. Julien nous a traînés tous les deux hors de l'enfer, jetant son corps sur nous alors que nous touchions le béton mouillé. Boum! L'hélicoptère a explosé, envoyant une boule de feu en spirale dans la nuit. Quand les débris ont cessé de tomber, Julien a levé la tête. J'étais allongé sous lui, le visage noirci de suie, la robe en lambeaux,
mais mes yeux étaient ouverts, et blottis entre nous, mouillés et tremblants, mais vivants, se trouvaient les triplés. « On a raté le gala !» ai-je dit d'une voix rauque, un léger sourire effleurant mes lèvres. Julien a ri, un son brisé, soulagé. Il m'a embrassé sur le front, mêlant des larmes à la pluie. On en organisera un autre. 3 mois plus tard, le soleil sur la Toscane était doré, réchauffant les pierres anciennes de la Villa Stirling. Sur la terrasse, une fête d'anniversaire battait son plein. 4 bougies sur 3 gâteaux distincts vacillaient dans la brise. Julien se tenait avec un verre de vin, me regardant. J'étais pieds nus dans l'herbe, portant une simple robe d'été blanche, ne ressemblant en rien à la serveuse du restaurant et en rien à la reine vengeresse sur le toit. J'avais l'air heureuse. « Plus vite, maman !» a crié Pierre, sprintant autour de l'olivier. « Je vais t'attraper !» J'ai ri, les poursuivant. Jacques a arrêté de courir et a regardé Julien. « Papa, viens jouer, on a besoin d'un monstre !» Julien a posé son vin. « Un monstre? C'est moi le monstre des chatouilles? »« Oui !» a crié Jacques. Le garçon qui n'avait pas prononcé un mot pendant 3 ans était maintenant le plus bruyant de tous. Le silence qui avait hanté la famille Stirling avait disparu, remplacé par le beau bruit chaotique de la vie. Je me suis approché de Julien, essoufflée et souriante. Je lui ai pris la main, regardant le vignoble. « Est-ce que ça te manque ?» ai-je demandé doucement. « Le pouvoir, la peur. » Julien a regardé ses fils, il a regardé la femme qui les avait tous sauvés. « J'ai tout ce dont j'ai besoin juste ici, » a-t-il dit. « Maman, papa, le gâteau !» On scandait les garçons à l'unisson. J'ai serré sa main. « Allez, ai-je dit, le tirant vers la lumière. Allons couper le gâteau. Je pense qu'on a bien mérité un peu de douceur. » Et aujourd'hui, on se lève, on rit, on se bat. Les garçons sont des petits diables, ils ne s'arrêtent jamais. Julien est toujours Julien, un mélange d'acier et de tendresse, l'homme le plus loyal et le plus terrifiant que je connaisse. Est-ce que tout est parfait? Non, jamais. Il y a toujours une part de moi qui se demande si cette Marie perdue n'était pas plus simple, plus tranquille. Mais il y a aussi la Camille qui est là, entière, avec tout ce qu'elle a gagné, tout ce qu'elle a perdu, et les cicatrices de tout ce qu'elle a vécu. La vie est un drôle de mélange, vous ne trouvez pas? Entre le chaos et la tendresse, entre le silence et les rires, on navigue, et on